le professeur Burat-Rivière, qui va nous parler du pronostic des thromboses veineuses. Ouais, on va regarder la chose de l'autre côté, un peu. Jean-Pierre, s'il te plaît, ne sois pas dissipé. Séparez-les là, ces deux-là. On a vu, voilà, un patient qui arrive avec une thrombose idiopathique, hein, comme on a dit, ça c'était une première thrombose et dans laquelle on n'a pas de signe patent, on n'a pas d'anémie, etc. C'est un peu ce qui proposait Jean-Pierre. Moi, je vais faire exactement le cas opposé. C'est un patient qui est connu pour avoir un cancer. Est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en termes de risque thrombotique? Quel est l'impact de cette thrombose sur la survie et la qualité de la vie et le devenir de ce patient? Donc c'est exactement l'inverse. Alors, on a vu que, déjà ça a été à peu près dit, qu'il y a beaucoup d'événements thromboemboliques qui sont associés à un cancer. Ça va dans les deux sens. Soit on a un cancer déjà à la base et on découvre là-dessus, on fait un épisode de thrombose veineuse profonde embolie pulmonaire. Soit dans l'autre sens, on n'a pas de cancer, on a la thrombose et on découvre. Donc dans ce 20-30%, c'est cumulé des patients dans les deux sens. Si on prend le patient cancer isolé, patient qui a le cancer, quel est son risque de faire une thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire? En fonction des cancers, ce risque-là est présent à peu près entre 1 et 8% des patients cancéreux qui vont faire une thrombose. Donc au maximum, c'est déjà pas mal, 1 sur 10, en fonction du type de cancer, on verra, en fonction du type de traitement, risque de développer une maladie thromboembolique veineuse. Si on fait les autopsies de ces patients, c'est beaucoup plus important parce qu'il y en a jusqu'à 50% qui présentent une embolie pulmonaire ou une thrombose veineuse profonde, ça c'est des vieilles séries, à l'autopsie. Donc l'association est claire et ça a été dit. Alors, quand on a un cancer, on a un risque du coup augmenté de faire la thrombose et l'embolie pulmonaire 4 à 7 fois, avec une incidence qui, vous voyez, une fourchette très large. Il y a des cancers qui ne thrombosent pas beaucoup, 13 pour 1000 patients par an, et il y a des cancers qui thrombosent beaucoup, qui font beaucoup de thrombose. On a déjà vu tout à l'heure, on en a parlé, le pancréas, l'estomac, le poumon, où on a un risque beaucoup plus élevé, une incidence du coup beaucoup plus élevée. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que cette thématique n'est pas prête de s'arrêter, parce que l'incidence de cancer, de thrombose et d'embolie pulmonaire en cours de cancer est en train d'augmenter. Et on n'est pas en train de la contrôler. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est l'incidence de la maladie thromboembolique veineuse chez tous les patients. Donc, elle est stable de 1997 à 2006. Et ça, c'est l'incidence de la maladie thromboembolique veineuse chez les patients avec un cancer. Donc, plus le temps passe et plus on fait de thrombose. Et là, vous voyez, il y a le fameux 20 pour 1000 à l'heure actuelle. Donc, ça commence à devenir de plus en plus problématique. Pourquoi on fait plus de thrombose maintenant quand on a un cancer qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans? Eh bien, parce qu'on a changé le type de traitement, le type de prise en charge des patients, ainsi que leur survie, bien sûr. Et donc, ça a plus d'impact. Quand on a un cancer et une thrombose, le fait de découvrir une thrombose, même si pour le patient on n'est pas au premier plan, parce que lui il a déjà son cancer, lui ou elle, dont il s'occupe bien évidemment, mais ça augmente la mortalité de ces patients. Et d'ailleurs, on dit toujours que la deuxième cause de mortalité après le cancer même, c'est un événement thromboembolique, notamment une embolie pulmonaire. Et sur les statistiques qu'on a depuis un moment, sur 7 patients qui décèdent à l'hôpital pour un cancer, il y en a un qui décède d'embolie pulmonaire. Donc ça a un impact non négligeable. D'ailleurs, cette diapositive, vous voyez un peu, donc ça c'est les jours qui passent après un événement donc dans la vie d'un patient. Ça c'est la probabilité de décès des patients sans cancer. La probabilité en orange de décès des patients avec la thrombose veineuse profonde embolie pulmonaire. La probabilité de décès du patient avec un cancer, bien sûr, c'est beaucoup plus important. Mais si vous cumulez les deux, ça fait pas, c'est pas juste 1 plus 1, mais ça fait cet effet logarithmique quasiment, donc au bout dans lequel vous multipliez la probabilité de décès vraiment d'un nombre très important de fois. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent la thrombose? Ils nous ont parlé de la triade de Virchow. Bien sûr, c'est toujours les mêmes. Bien sûr, c'est des facteurs liés au patient, l'antécédent de thrombose, peut-être des facteurs héréditaires, point d'interrogation, des comorbidités médicales, mais beaucoup de facteurs liés au cancer. Donc, le type de cancer, l'estomac, le pancréas, risque très élevé, le poumon, les cancers hématologiques, gynéco élevés,
Le cancer, par exemple, du sein, c'est un risque beaucoup moins élevé que tous ces cancers-là ou le cancer de la prostate. Le grade histologique, plus c'est grave et plus ça fait thromboser. L'envahissement, même par compression, comme on a dit tout à l'heure, la présence de métastases et la distance par rapport au diagnostic. Donc plus le temps passe et plus de risques vous avez de développer cette thrombose-là. Mais il y a surtout ce qui s'est passé maintenant, c'est qu'on a changé les traitements du cancer. Donc on a les traitements liés à la chimiothérapie, mais on a aussi les risques liés au traitement anti-angiogénique, à la thérapie hormonale qui a beaucoup augmenté dans les dernières années. Bien sûr, la chirurgie toujours, la chirurgie, c'est un risque de thrombose même en contexte hors cancer. Là, quand on a le cancer, plus les traitements, la chimiothérapie, plus la chirurgie, là vous avez un cocktail énorme. Les cathéters veineux centraux dont on a parlé ce matin, mais aussi la radiothérapie. Vous voyez, les transfusions constituent un facteur de risque, l'immobilisation liée au cancer, les hospitalisations. Bien sûr, tout ça, ça fait un cocktail explosif de facteurs prothrombotiques. Alors, la chose qui est sûre, c'est que, voilà, on a un cancer. Le cancer, essentiellement, va libérer tout un tas de facteurs. Jean-Pierre, on en a parlé. Je reste focalisée sur le plus classique, qui est le facteur tissulaire, qui habituellement n'est pas en contact avec le sang. Et là, quand on a un cancer, ce facteur tissulaire est libéré, il est mis en contact avec les facteurs de la coagulation. Donc, le cancer donne la thrombose. Mais est-ce que c'est une association fortuite, quelque part? C'est-à-dire que le cancer, voilà, met tout en œuvre pour grandir lui-même et de façon accidentelle, il y a la thrombose à côté, ou est-ce que le cancer a une utilité à donner des thromboses? Est-ce que c'est utile pour l'organisme cancer de créer un état prothrombotique? Donc ça, c'est une question qui reste ouverte, et à travers notamment des mécanismes qui porteraient un effet pro-angiogénétique de la thrombose qui favoriserait d'une façon ou de l'autre le cancer, l'expansion, les métastases. Donc ça, c'est une hypothèse qui a induit tellement dans le temps à des protocoles qui n'ont pas marché d'ailleurs, qui étaient quasiment, on traite le cancer par des héparines. On fait une thérapie adjuvante avec des héparines bas point moléculaire. Donc ça n'a pas marché, je vous rassure tout de suite. Mais il y a cette idée que peut-être que le fait que le cancer provoque une thrombose, ce n'est pas juste un facteur fortuit, mais le cancer, il a son intérêt, quelque part, à créer des thromboses, ou en tout cas à créer un état prothrombotique. Alors, est-ce que si on a un cancer, une thrombose veineuse profonde, une embolie pulmonaire, c'est la même chose? Qu'est-ce qui change par rapport à l'impact de cet événement sur le patient? Alors, je vais vous montrer des données toujours issues du registre Riqueté. Ça, ce n'est pas des patients qui n'avaient pas de symptômes, ça, c'est des patients qui avaient le cancer. Donc, ils rentrent dans la maladie thromboembolique, mais on sait déjà qu'ils ont le cancer. Et là, on regarde, c'est des patients avec une embolie pulmonaire. Et on va regarder la mortalité liée à des facteurs, quelque part, qu'on pouvait prévenir, donc pas liés au cancer. Donc on va regarder ça, c'est la mortalité des patients avec une embolie pulmonaire. Regardez la cause de mortalité chez ces patients, c'est l'embolie pulmonaire. En dessous, bien sûr, de la cause provoquée directement par le cancer. Et vous regardez ici, ça c'est l'infection, mortalité liée à l'infection. Et ça c'est en rouge, vous avez bien choisi la couleur, c'est les hémorragies. Donc ces patients qui ont une embolie pulmonaire et un cancer risquent de façon significative de décéder, s'ils ne décèdent pas de leur cancer, d'une embolie pulmonaire, avec un risque hémorragique qui est en proportion relativement faible. Et vous regardez le parallèle avec la thrombose veineuse profonde, on n'a pas du tout le même tableau. C'est un registre, c'est une étude de cohorte, on a toutes les limites, mais on n'a pas du tout le même tableau. Là, on a des patients qui ont fait la thrombose, on va les suivre et on va regarder de quoi ils vont mourir. Vous voyez, décès pour embolie pulmonaire est toujours en bleu, il est là. Par contre, où est-ce que l'hémorragie là? L'hémorragie est là. Donc, pour un patient qui a fait une thrombose veineuse profonde, et ayant un cancer, probablement, il risque dans le temps plutôt de mourir, s'il ne meurt pas de son cancer, d'une hémorragie, que d'une embolie pulmonaire. Il faut tout rapporter au risque absolu, mais un risque relatif, il y a moins de risques. Donc là, peut-être, point d'interrogation, est-ce qu'il faut les traiter de la même façon? Mais après, on aura le topo qui va avec. Donc, différence de mortalité très différente, très importante. On n'a pas le même risque de mourir de P si on a fait une P ou si on a fait une thrombose veineuse profonde. Donc, est-ce qu'il faut les traiter de la même façon? Point d'interrogation. Alors, autre chose. Ah mince!
J'ai oublié de mettre l'animation. J'ai été trop vite. Alors, là, c'est toujours dans le registre IET. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce bandeau? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce bandeau? Il y avait une animation qui nous dit, en fonction du type de cancer, on n'a pas le même risque thrombotique et le même risque hémorragique. Donc déjà, on a vu qu'en fonction d'embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde, la balance n'est pas la même, mais même en fonction du type de cancer. Notamment, le cancer du sein, voilà, là c'est 5,6% de récidive et on a à peu près le même chiffre, autour de 6% de hémorragie. Cancer du sein, on peut identifier des cancers qui thrombosent peu et qui saignent peu. Après, on a le cancer du côlon, peu de récidive, toujours autour de 5-6%, et par contre, beaucoup d'hémorragie, 12% d'hémorragie. Et après, on a des cancers complètement différents, comme par exemple, est-ce que si j'avance, ça, voilà, c'était ça, mais ça devait être directement nous. Voilà, ça, colorectal, ils font le risque de paix et le risque d'hémorragie. Par contre, on a la prostate qui saigne beaucoup et thrombose pas beaucoup, et on a le poumon, que lui, il fait tout, hein, mais surtout, il récidive beaucoup, beaucoup d'embolie pulmonaire, beaucoup de décès. Donc j'en arrive à ma dernière conclusion. L'incidence de maladies thromboemboliques veineuses en cours de cancer est actuellement en augmentation, donc il faut être sensibilisé à ça. On aura de plus en plus de patients qui ont cette problématique de thrombose associée au cancer. Donc, d'où toutes les stratégies. Est-ce qu'il faut faire de la prévention? Je ne vais pas du tout me mettre là-dessus, bien évidemment. L'impact important de cet événement thromboembolique sur ces patients oncologiques, qui est, bien évidemment, sont pris par leur cancer et ils ont ce deuxième impact de la thrombose qui n'est pas négligeable. Et après, je lance la réflexion pour qu'après on le dise. Est-ce qu'il faut traiter toutes les thromboses et tous les cancers de la même façon, qu'on ait une embolie pulmonaire en cours d'un carcinome de la prostate ou au contraire une thrombose veineuse profonde en cours de cancer du sein? Est-ce qu'il faut faire le même traitement, la même durée, les mêmes molécules? Ça reste un point d'interrogation. Pour l'instant, ce n'est pas si modulé dans les recommandations, mais je laisserai Patrick Mismetti en discuter. Merci beaucoup de votre attention. Merci Alessandra. Pour commencer, une question de la salle avant une question en direct. L'augmentation de l'incidence de découverte de TVP chez les patients cancéreux n'est-elle pas due surtout à cause d'une accessibilité facilitée et plus rapide à l'écho-Doppler? Alors, là, par rapport aux années qu'on vient de voir, non. C'était déjà des années, on avait beaucoup d'exploration. Après, bien sûr, là, on parle de patients symptomatiques, hein, parce qu'après, la découverte vient aussi du fait que quand on fait une imagerie, notamment on parlait tout à l'heure au cancer du poumon, on va faire un suivi de ces patients et donc sur un certain nombre de scanners, on va retrouver des embolies pulmonaires complètement asymptomatiques ou quasi asymptomatiques, pas forcément toujours quand on interroge le patient. Et effectivement, c'est sûr que l'imagerie qu'on va déclencher pour suivre le cancer, ça peut nous porter en avant, nous mettre en avant aussi des thromboses et des embolies pulmonaires asymptomatiques, mais qui ont quand même un poids sur le devenir du patient et un impact qui n'est pas négligeable sur le risque de récidive, même s'ils sont asymptomatiques. Merci. Avez-vous d'autres questions? Pas d'autres questions? C'est bon. OK. Merci.